Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin pour un webinar qui va parler de mobilité interne. Et donc, ce matin, je reçois Mathieu et Clara de 365 Talents, avec qui on a déjà fait un webinar il y a 2 ou 3 mois. Je vais laisser Clara se représenter. Bonjour Clara. Bonjour. Oui, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Clara Tannenbaum. Je suis Customer Success chez 365 Talents depuis 2 ans maintenant. Et donc, en fait, mon rôle, moi, c'est d'accompagner les clients dans le déploiement de la plateforme et aussi, en fait, dans tout le run et l'utilisation de la plateforme qui en découle. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc moi je suis Mathieu Martin, je suis cofondateur de 365 Talents et je suis en charge du développement commercial. Parfait. Tu nous fais juste rapidement une petite présentation de ta société? Oui, alors 365 Talents, nous on a une mission simple qui est de redonner la vue aux RH et aux managers sur les compétences dont ils disposent dans leur organisation. Donc c'est une solution de cartographie dynamique des compétences qui permet à tous les collaborateurs de valoriser leurs atouts, mais également leurs appétences, dans le but de les accompagner dans leur développement. Et du coup, ça permet aux RH et aux managers de piloter cette donnée simplement grâce à la technologie, donc on en reparlera tout à l'heure, pour mener les projets de transformation auxquels ils font face. Et donc la mobilité interne et comment on arrive à booster la mobilité interne et mettre l'entreprise en mouvement fait partie des cas d'usage de notre application. Voilà. Donc on Parfait. est juste quelques chiffres, on est effectivement présent dans 20 pays, 200 000 utilisateurs, on a 20 clients, on a créé la société en 2015, donc on était les premiers à s'emparer de ces sujets de gestion agile des compétences et comment la technologie pouvait aider à réenchanter toute la manière dont on gérait notamment les référentiels dans les entreprises. Voilà. Alors, on me dit qu'il y a un peu d'écho. Est-ce que vous entendez un écho ou est-ce que tout est bon de votre côté, Clara, Mathieu? Moi j'entends un léger écho, ouais. Moi, là, je ne l'entends plus, en l'occurrence. Là, à l'instant, j'ai plus rien. Ouais, là, Ouais. ça va mieux. Maud nous dit que ça va mieux. Bon, écoute. Alors, pour démarrer dans le vif du sujet, moi j'ai trouvé une définition de la mobilité interne là, qu'on peut trouver sur le web, qui dit la mobilité interne désigne pour un salarié tout changement de poste ou évolution de fonction au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. La mobilité interne peut être verticale ou horizontale. Donc horizontale, elle permet de passer d'un poste à un autre au sein d'un même service ou d'un service différent en conservant le même statut. Verticale, elle correspond à une promotion. Dans ce cas, le collaborateur évolue vers un poste comportant des responsabilités plus importantes. Et puis la mobilité interne peut être donc volontaire ou pilotée. Si le salarié fait connaître ses souhaits de mobilité, donc en répondant à une offre diffusée en interne ou en exprimant un souhait lors de son entretien annuel ou de son entretien professionnel par exemple, la mobilité peut être considérée comme volontaire. Elle est pilotée lorsqu'elle n'est pas initiée par le salarié mais par un tiers, c'est-à-dire le manager ou son référent RH. Alors, on va commencer par une première question qu'on va poser au public. Donc, est-ce que la mobilité interne représente un enjeu stratégique dans votre entreprise? Là, il y a 3 choix de réponse. Oui, c'est un enjeu stratégique. Oui, mais ça n'existe pas encore chez nous. Et non, ce n'est pas une priorité pour le moment. Alors, je vous laisse répondre. Je vais laisser encore une dizaine de secondes pour avoir un peu la tendance. Il y a déjà à peu près 40 personnes qui ont répondu. N'hésitez pas à répondre. Allez, il y a une cinquantaine de personnes. Ça donne une idée. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les résultats? Donc, en majorité, pour la majorité d'entre vous, c'est une véritable stratégie d'entreprise.
Pour 10% des répondants, oui, mais ça n'existe pas encore. Et pour 10% des autres, non, ce n'est pas une priorité pour le moment. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de cette question, de ces tendances-là qui apparaissent? Ça rejoint ce que nous on observe chez nos clients et chez nos prospects, et c'est très bien que ça soit une véritable stratégie d'entreprise, parce qu'en fait la mobilité interne, c'est pas une coquetterie en fait, hein. On doit absolument la garantir, la mettre en place, parce que c'est un moyen de répondre aux orientations que l'entreprise a envie de prendre. Ça l'a pas toujours été. Donc c'est bien que cela change. Pour revenir, donc je suis pas, à vrai dire, je suis pas surpris du coup par la réponse. On est plutôt rassuré. Pour revenir sur la définition théorique que tu as présentée tout à l'heure, hein, je suis d'accord avec celle-ci, parce qu'elle exprime bien le passage d'un poste à un autre par un collaborateur de manière horizontale ou verticale. Le seul souci, c'est que c'est une définition factuelle, et qu'aujourd'hui, il faut être capable d'injecter tous les ingrédients nécessaires pour la rendre effective, cette politique de mobilité interne, et que ça soit pas juste un vœu pieux comme ça l'a été depuis quand même longtemps, de manière assez traditionnelle. Alors là, je crois qu'il y a l'écho qui revient. Non ? Moi, je t'entends bien. D'accord, ok, bon, très bien. Du coup, dans le contexte actuel qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, mais ça s'accentue depuis 1 an, on ne peut pas se contenter de ça. Et donc, la mobilité, c'est un enjeu stratégique pour les entreprises. Et donc, il y a de véritables politiques de mobilité interne qui doivent être mises en place pour faire de cette définition une réalité et la rendre possible pour tous les collaborateurs. Et aujourd'hui, il y a encore trop de freins qui garantissent pas cela. Et donc, il y a des verrous à faire sauter. Et je crois que Clara, à ce sujet, a pas mal de choses à nous raconter. Tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, les freins qu'évoque Mathieu, on les a rencontrés souvent avec nos clients. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on les rencontre aussi bien lorsqu'ils mettent en place une politique de mobilité interne que dans le process même, en fait, de mobilité interne qu'ils ont mis en place. Si je peux vous présenter en fait des exemples concrets. On a des clients, lorsqu'ils ont mis en place leur politique de mobilité interne, sont venus nous voir et nous disent, voilà, aujourd'hui on a un constat, c'est qu'en fait, ce process de mobilité, il ne bénéficie en réalité qu'à nos hauts potentiels. En fait, vous savez, ces hauts potentiels, c'est cette population de collaborateurs qui surperforment au regard de critères donc, qui sont bien définis et qui, en fait, ne représentent qu'entre 7 et 15% maximum de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc, c'est hauts potentiels parce que ils ont cet attribut, mais aussi parce que c'est une population qui est peu nombreuse. Ils vont effectivement, eux, pouvoir bénéficier d'un suivi plus poussé, d'un accompagnement particulier sur leur carrière. Mais du coup, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant « Moi, j'ai besoin d'un outil pour permettre en fait à tout le reste des collaborateurs de mon entreprise de bénéficier aussi d'une mobilité interne. » Donc ça, c'est vraiment un des exemples de freins qu'on a pu rencontrer dans la mise en place d'une politique de mobilité interne. Donc tu veux dire que pour ces clients-là, la mobilité interne s'était réservée à une population donc de haut potentiel pour fidéliser cette population, et que finalement, le reste de la population n'était pas du tout concerné par cette notion de plan de carrière. Alors peut-être pas du tout. Ouais. Peut-être pas du tout, mais avec un process beaucoup moins accompagné. C'était plus un process de niche pour ces clients qu'un process vraiment qui concernait l'ensemble des collaborateurs, effectivement. D'accord. Donc ça, c'est un exemple que je peux vous présenter, mais il y en a d'autres. Effectivement, nous, on a des clients aussi qui sont venus nous voir et qui nous disent, voilà, nous, dans le cadre de la mise en place de notre politique de mobilité interne, on a commencé en fait par mettre en place une bourse à l'emploi. Donc vraiment, on a essayé de rendre accessible en interne l'ensemble des postes ouverts au sein de l'entreprise. Et pour autant, a posteriori, on observe que cette bourse aux emplois, elle a très peu d'usage auprès des collaborateurs. Mais parce qu'en fait, elle impose aux collaborateurs d'être dans une démarche très active, donc forcément d'accorder beaucoup de temps à la recherche d'un nouveau poste, et ça leur imposait quand même d'avoir une idée assez précise de ce vers quoi ils voulaient s'orienter. Et donc,
cet outil avait un peu du mal à aboutir. Ils avaient un peu du mal à faire de cette bourse aux emplois vraiment un outil pour mettre en place une véritable politique de mobilité interne. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'entreprises, non, hein, qui mettent effectivement, parce que finalement, la bourse d'emploi interne, c'est aussi une obligation légale. Hein. On est quand même censé proposer d'abord à l'interne avant de proposer à l'externe. Hein. On rappelle un peu la loi, mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont tendance à s'en arranger de cette loi. Et effectivement, proposer une bourse d'emploi un peu globale à l'ensemble des collaborateurs, sans les accompagner, ça paraît un peu... bon, pour une entreprise de 300 à 400 personnes, pourquoi pas. Mais pour un groupe de 30 000 collaborateurs, ça paraît quasiment inutilisable. Dans la pratique, on observe, c'est pas utilisé, tout à fait, faut le dire, effectivement. Et c'est vrai que on observe que c'est la première action que beaucoup d'entreprises mettent en place, mais ça ne permet pas réellement de pousser une politique de mobilité interne. Effectivement, il faut le dire. Voilà, donc ça c'est un autre frein qu'on a rencontré donc avec nos clients, mais aussi un dernier frein, je pense qu'il est intéressant d'aborder quand on parle de la mise en place de ces politiques de mobilité interne, c'est que on rencontre aussi en interne des managers qui vont avoir du mal à adopter une véritable stratégie de mobilité interne, tout simplement parce que pour eux, ils peuvent percevoir la mobilité interne en fait comme une perte d'un bon élément de leur équipe. Donc, on va avoir du mal à impliquer le manager comme une réelle partie prenante du processus de mobilité interne, ce qui va énormément compliquer sa mise en place. Alors, il y a une question de Catherine par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur gérer par exemple la mobilité interne pour une niche de haut potentiel, etc. Elle dit, était-ce un process réservé à une niche car la mobilité interne n'était pas encore vécue comme un changement culturel nécessaire? Alors, ça va être très intéressant cette question. Si je peux répondre du point de vue de mon client, en l'occurrence, qui m'avait fait ce retour, c'était pas tant d'un point de vue culturel que d'un point de vue de manque de moyens. C'est-à-dire que il est très compliqué pour, par exemple, des référents RH de pouvoir accompagner des très larges populations sur des sujets de mobilité interne. Alors, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait plus de moyens attribués sur cette population niche de haut potentiel parce qu'ils sont moins nombreux et qu'on essaye de les mettre en avant dans l'entreprise parce qu'on leur attribue en fait ce caractère de surperformance. Mais effectivement, c'est plus un manque de moyens, on n'a plus assez de moyens à accorder pour pouvoir accompagner l'ensemble du reste des collaborateurs de l'entreprise. Et il faut le dire, hein, là, le gros des budgets, effectivement, quand on parle de développement des talents, a été alloué plutôt au potentiel. Et effectivement, il y a aussi des gros budgets qui étaient alloués sur des sujets de recrutement. Donc la vitrine de l'entreprise et permettre à des candidats d'avoir la meilleure expérience candidat, justement. Et effectivement, la mobilité interne était le parent pauvre des budgets. Mais effectivement, il y a aussi une donnée qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que les entreprises ont moins le loisir financièrement de recruter en externe et font beaucoup plus face aujourd'hui à des transformations des métiers qui leur impliquent de prendre à bas-le-corps ce sujet de la mobilité interne, parce que ça opérationnalise, on le verra plus tard, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un des leviers qui permet de mettre des choses en place. D'accord. On avait parlé, quand on avait préparé ce webinaire aussi, d'un point de blocage qui était ces entreprises qui, de toute façon, partent du principe que, alors que tu sois dans l'entreprise depuis 2, 5 ou 10 ans, à partir du moment où tu n'as pas tel diplôme, de toute façon, tu ne peux pas rentrer dans tel circuit de mobilité. Est-ce qu'on n'a pas aussi des freins comme ça un peu archaïques à la mobilité? Tout à fait, effectivement. En fait, là, j'ai abordé vraiment les freins qu'on pouvait rencontrer quand on voulait mettre en place une politique de mobilité interne, mais évidemment, on en rencontre vraiment beaucoup. Il y a des freins aussi dans le processus même de mobilité interne chez nos clients et dans les entreprises. Et quand je pense à ces freins, je pense effectivement, comme tu le dis, à toutes les règles qui entourent en fait la mobilité interne en entreprise. Donc, on a plusieurs exemples. Le premier, moi, qui vient en tête, c'est par exemple les règles qui sont liées à la classification des collaborateurs. Moi, j'ai énormément de clients qui, quand ils arrivent, m'expliquent que un collaborateur qui a une classification C, par exemple, ne peut évoluer que sur des postes ouverts qui ont une classification équivalente ou alors, au mieux, une classification plus 1, donc une classification D dans l'exemple.
Donc ça, c'est par exemple un premier frein qu'on voit dans le processus de mobilité même. On en a un autre, et c'est comme tu le dis, c'est cette difficulté que certaines entreprises rencontrent, à pouvoir faire évoluer des collaborateurs qui ont un statut non cadre sur des postes cadres. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des entreprises, c'est assez culturel et c'est assez, on le voit beaucoup, surtout en France, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises où on ne leur permet pas de faire évoluer des collaborateurs non cadres sur un poste cadre, à part si le collaborateur remplit des démarches comme par exemple la validation d'acquis d'expérience. Donc ça, c'est encore un autre frein qu'on rencontre dans ce processus de mobilité. Mais ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'avec mes clients, moi j'ai rencontré justement des difficultés dans le processus qui étaient même liées en fait avec des négociations avec les organisations syndicales elles-mêmes. Donc par exemple, mon client m'explique que l'organisation syndicale lui impose que seuls les collaborateurs qui ont 4 ans d'ancienneté sur leur poste actuel ont le droit de faire une mobilité interne. Donc c'est même pas 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est vraiment sur le poste actuel. Donc, 4 ans, ce qui peut sembler un délai quand même un peu long en fait. Donc effectivement, ça c'est le genre de frein qu'on va rencontrer avec nos clients et qui sont vraiment, je trouve, très liés à cette vision très traditionnelle de la mobilité interne. Donc il y a un manque de souplesse assez évident en fait, au sein des organisations. Oui, par rapport à ce que les organisations veulent faire via la mobilité interne, les objectifs qu'elles veulent atteindre via la mobilité interne, c'est vrai que, à contrario, les règles et les process qui sont autour de la mobilité interne sont vraiment très contraignants. Alors ça m'interpelle un peu ce que tu viens de dire. Tu es en train de dire que c'est l'organisation syndicale qui bloque potentiellement des stratégies RH qui pourraient être plus souples et plus dynamiques. Parfois. Alors là, je vous cite un exemple d'un client que j'ai en tête, en l'occurrence, et lui, c'était très lié du coup à la négociation qu'il avait eue avec ses OS. Mais ça peut venir, en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est ce que je voulais soulever, en fait, c'est que ces règles un peu autour du processus de mobilité interne, elles sont parfois légales, elles sont parfois conventionnelles, elles sont culturelles, mais elles peuvent même être issues des organisations syndicales. Donc on a vraiment l'impression qu'on a des différents canaux qui mettent en place des barrières de plus en plus épaisses autour de ce processus de mobilité interne. Alors Catherine nous repose une question, nous dit voilà, on associe la mobilité interne souvent à une stratégie de GPEC, compétences, très orientée compétences, très ancrée, mais finalement, est-ce que on peut pas raisonner, là elle parle de projet transverse, de façon plus globale, c'est-à-dire un salarié, on va confier plutôt une mission et on va pas forcément aller regarder le détail de la compétence, de la sous-compétence pour pouvoir faire un plan de mobilité. Carrément. Bon, ça, c'est un point qui est, Clara, si tu me permets de répondre à cette question-là, c'est un point qui est essentiel, et c'est pour ça, nous, qu'on a voulu travailler sur ces sujets-là. La mobilité interne, pour nous, déjà, il faut peut-être qu'on abandonnera un peu le terme au fil du temps, mais c'est vraiment comment on arrive à fluidifier finalement le mouvement et les compétences dans l'entreprise. Et effectivement, par mobilité interne, on entendait souvent je fais une mobilité géographique ou je change de poste, mais effectivement, il y a aussi cette notion de mission, il y a cette capacité qu'on a à mobiliser un collaborateur sur une mission temporaire, sur un projet. Tout ça, c'est de l'agilité dans la gestion des compétences. Et effectivement, il faut s'écarter, je pense, de plus en plus de cette notion traditionnelle de la mobilité, comme Clara l'évoquait, et ça illustre exactement ce que dit Catherine. Et c'est hyper important d'envisager le mouvement de cette manière-là. Et donc, on en revient toujours à comment on fait évoluer les politiques de mobilité et comment on fait sauter certains verrous. Parce que sans ça, on n'arrivera pas à avancer. On a une organisation du travail qui change. On a des organisations qui requièrent beaucoup plus d'agilité à tous les niveaux. On travaille en mode projet. Les métiers changent, il y a des métiers en tension, d'autres qui disparaissent. Clara en parlera tout à l'heure. Tout ceci demande donc une grande fluidité dans la gestion des compétences et dans le mouvement des collaborateurs, comme on l'a dit. On ne peut pas demander au RH d'accompagner ces différentes transfos et d'être garante de ces projets-là. Et d'un autre côté, ne pas leur donner les moyens de réellement les mettre en œuvre et d'attendre que les collaborateurs postulent à des bourses aux emplois que personne ne regarde ou presque, quoi. Alors justement, question d'Isabelle, c'est quoi les mesures qui peuvent inciter en fait les collaborateurs à être plus mobiles dans l'entreprise? Clara, je te laisse répondre. Moi, je pourrais répondre sur la partie outils et comment on leur permet d'avoir de la visibilité.
peut-être qu'avant l'outil, parce que l'outil n'est qu'un moyen, il faut peut-être parler des politiques à assouplir pour leur permettre d'être plus mobiles. Tout à fait, c'est une question très intéressante et c'est celle auquel, en tant que chef de projet, j'essaie d'y répondre tous les jours avec mes clients. Effectivement, nous, notre parti pris chez 365 Talents et avec les clients justement qui nous accompagnent et qui font appel à nous, c'est vrai que on part du principe que déjà, pour pouvoir inciter les collaborateurs, il faut leur expliquer déjà les enjeux autour de la mobilité, mais que ce soit les enjeux pour eux, mais aussi plus globalement pour l'entreprise aussi. Donc, il faut pouvoir être un minimum transparent sur ce que représente la mobilité interne. Et nous, du coup, via notre plateforme, en fait, on utilise une technologie en fait, qui permet aux collaborateurs de ne pas lui imposer d'être dans une démarche trop active dans sa recherche de mobilité. Donc, c'est vraiment, on va lui proposer nous-mêmes, la plateforme va avoir un effet incitatif du collaborateur, c'est-à-dire va lui pousser des opportunités qui pourraient lui correspondre pour lui ouvrir le champ des possibles. Et le collaborateur, du coup, dans ce process-là, il est plus dans une démarche de réflexion, de recevoir des opportunités et de réfléchir sur qu'est-ce qu'elles peuvent lui apporter. Mais ça, je pense que c'est un élément qui est clé en fait dans cette démarche d'inciter les collaborateurs sur de la mobilité interne, c'est comprendre en fait quels sont les enjeux d'un collaborateur. Un collaborateur n'a pas le temps aujourd'hui dans ses tâches quotidiennes d'accorder trop de temps à sa recherche de mobilité interne. On sait qu'il peut avoir des difficultés à pouvoir aussi avoir des réunions avec son référent RH ou son manager pour discuter de ce genre de sujet. Et donc, il faut absolument chercher à lui faciliter le process, en fait. D'accord. Alors, on va poser quand même les questions au public. On a parlé un peu des freins. J'aimerais voir un peu ce que répondent les participants par rapport à ça. Alors, donc, quels sont les freins à la mobilité dans votre entreprise actuellement? Donc là, vous pouvez répondre à plusieurs. Vous avez plusieurs options possibles. Hein. Je ne demande pas une réponse ferme et définitive. Hein. Vous pouvez répondre sur plusieurs points. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'outils SIRH, hein, Mathieu en a parlé, hein, effectivement, mettre en place une stratégie de mobilité interne sans l'outiller, c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a aucun frein dans votre entreprise? Est-ce que le process est réservé au potentiel? Est-ce que les recrutements externes sont préférés à la stratégie de mobilité interne? Est-ce que l'organisation est trop rigide et donc basée sur des classifications, des échelons, des niveaux de diplôme attendus, etc. Et est-ce que les managers jouent le jeu dans l'entreprise ou est-ce qu'effectivement ils préfèrent garder leurs ressources, leurs compétences et donc font un petit peu frein à cette mobilité interne? En attendant que vous répondiez, j'ai une question de Marion que je trouve assez intéressante qui nous dit « En poussant des offres d'emploi à son collaborateur, est-ce que cela ne le freine pas dans sa proactivité ?» Alors, pour moi, ça ne le freine pas au courage. En fait, au contraire, pour moi, ça l'encourage. Pourquoi? Parce que si on demande aux collaborateurs d'être un peu trop proactif dans un process, on a le risque en fait qu'ils ne voient qu'une contrainte en termes de temps en termes de temps en l'occurrence, et que du coup ils ne soient pas du tout intégrés dans ce process. Alors que allier vraiment une démarche un peu, on pousse des opportunités, on a une démarche côté outil un peu proactive, va faire en fait que le collaborateur va avoir, je pense, cette impression de ok, j'ai plus tant de choses que ça à faire en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà un champ des possibles, je peux accorder du temps pour réfléchir à ce champ des possibles, réfléchir à ma carrière. Donc du coup, en fait, je pense que justement, ce côté outil qui va pouvoir accompagner le collaborateur lui permet au contraire d'adopter une démarche proactive, c'est-à-dire il va s'encourager à se donner du temps pour réfléchir à sa carrière et à des mobilités internes, là où un process qui est trop ouvert, qui nécessite trop d'intervention du collaborateur, peut au contraire le décourager face à la charge que cela peut représenter pour lui. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois chez mes clients.
Après, l'enjeu, et ça répond aussi à la question de Marion et à celle de Catherine posée précédemment, l'enjeu, et ça tu l'as dit Clara, c'est de faire en sorte de projeter les collaborateurs sur un champ des possibles beaucoup plus large que ce qu'il avait imaginé. Si on lui demande d'aller sur une bourse à l'emploi et de chercher un job, il va chercher un job, en tout cas un emploi plutôt dans sa filière. Et l'enjeu de ce que peut apporter la techno et les nouvelles plateformes qui s'occupent de ces sujets-là, c'est de faire en sorte de projeter les collaborateurs de manière transverse sur des domaines qu'ils n'avaient pas identifiés et surtout de leur expliquer en quoi leurs compétences peuvent être intéressantes sur ces sujets-là. Et comme le dit Clara, qu'est-ce qui pourrait leur manquer comme compétences pour y aller. Et donc, quels pourraient être notamment les objets de formation qui pourraient leur être suggérés pour se développer, ou quelles seraient les compétences internes détenues par d'autres collaborateurs pour les aider à se développer. Mais encore une fois, on en revient bien à la politique. Pour faire en sorte que les collaborateurs aient envie de bouger, il faut qu'ils sachent que c'est possible. Donc, il ne suffit pas de les projeter sur des opportunités. Si derrière, il y a un processus qui est trop restrictif et qu'on leur dit vous n'avez pas le bon diplôme, la bonne classification, et ça fait pas encore 4 ans que vous êtes sur votre poste, ça ne sert à rien. Donc l'outil permet plein de choses, c'est très bien, ça permet d'ouvrir les chakras et d'ouvrir le champ des possibles, mais derrière, il faut être capable d'actionner les choses. Et si c'est pas le cas, c'est là les limites de l'exercice. Alors, parmi les réponses là aux freins, je te coupe, excuse-moi Mathieu. Non, mais très bien. 2 freins qui ressortent, effectivement, pas d'outil SIRH pour équiper le process, donc un tiers des répondants, et puis un autre tiers qui indique que c'est un problème de management en fait. Après, on a d'autres réponses, aucun frein, etc. Mais principalement, c'est absence d'outils et les managers ne jouent pas le jeu, pardon. Donc ça veut peut-être aussi dire que si les managers ne jouent pas le jeu, peut-être que c'est pas vraiment une culture d'entreprise, la mobilité interne aujourd'hui. Peut-être que c'est on leur a pas suffisamment expliqué, c'est pas dans les gènes, c'est pas dans l'ADN du management, et donc est-ce que un des freins principaux, c'est pas ça aujourd'hui? Chez tes clients, Clara, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant? Est-ce que les RH qui poussent la mobilité interne mettent en place des stratégies, on va dire, de transformation managériale pour accompagner la mobilité interne? C'est très intéressant comme question parce que on en voit en fait de plus en plus. Moi, j'ai de plus en plus de clients qui sont en train de transformer leur process pour en fait imposer aux managers qu'ils soient de plus en plus acteurs dans la mobilité. Mais ce qui est intéressant en fait, et certains clients ont choisi cette stratégie, c'est qu'ils ont d'abord inclus les managers dans un process de mobilité pour leur poste à eux. C'est-à-dire, tu as un poste ouvert dans ton département, tu as demandé un recrutement à l'externe, on te recommande d'aller d'abord voir les profils à l'interne. Et en fait, plus on va encourager le collaborateur à identifier en interne des profils en fait qui correspondent parfaitement et qui ont l'avantage derrière, et on le sait, d'être des profils qui sont beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus rapidement, etc. Je pense que derrière, ce qu'ils vont faire ensuite, c'est chercher à ce que les managers encouragent leurs propres équipes aussi à faire des mobilités. Mais on voit ce changement de paradigme, on voit de plus en plus qu'on a des clients qui essayent d'impliquer le collaborateur dans le processus de mobilité pour changer un peu cette façon de voir, ce paradigme assez culturel. Mais par contre, c'est pas chez tous les clients et c'est très compliqué à mettre en place. C'est un manager, on a l'impression, par sa position, il sera de toute façon réfractaire à une politique de mobilité interne. Donc, on voit que voilà. Mais on touche bien vraiment à la culture de l'entreprise. Ça, c'est sûr qu'on est souvent face à des entreprises hyper silotées, hyper pyramidales, où effectivement les managers souvent ont tendance à préserver leur précaré et effectivement à retenir leurs meilleurs éléments. Sauf qu'en fait, la mobilité interne, c'est aussi parce que pour eux, c'est quelque chose qui est une activité RH qui est un peu
une fantaisie, une coquetterie, alors qu'en vrai, finalement, nous, on observe aussi chez nos clients que quand les managers ont bien conscience qu'on n'est plus sur on doit plus considérer la mobilité à ce niveau-là et que c'est vraiment un enjeu stratégique et que finalement, un de leurs collaborateurs peut être détaché dans une autre équipe de manière temporaire, mais peut revenir, que eux aussi vont pouvoir aller bénéficier des ressources d'un autre département, d'une autre entité, et que finalement, ça va accélérer leur business, que finalement, cette libre circulation des ressources est indispensable, et on observe finalement que ils arrivent aussi à changer de paradigme et à changer leur état d'esprit concernant la mobilité interne. Et en fait, je veux dire, ces transformations les dépassent. On n'en est plus à nos petites considérations individuelles. Les entreprises n'ont plus le choix, n'ont plus le loisir de faire autrement. Mais effectivement, je suis pas surpris des réponses de ce questionnaire, de ce sondage. Le manager, et moi je le vois en rendez-vous commercial, souvent quand les managers sont autour de la table, et c'est vrai qu'ils voient plutôt le verre à moitié vide quand on leur présente leur approche. Mais dans le temps, à l'usage, ils se détendent et ils voient plutôt les opportunités. Voilà, donc moi j'ai bon espoir que les choses changent, mais ça prend énormément de temps, comme le disait Clara, et donc on doit accompagner cela d'une gestion du changement qui est hyper importante. Et ça, c'est pas l'outil, c'est au RH et au cabinet de conseil d'accompagner les entreprises et notamment les managers dans ce changement d'état d'esprit et de culture. Ouais, parce que le manager qui met des freins à la mobilité interne et finalement se rend coupable en fait potentiellement du départ du collaborateur qui se sentirait un peu bridé en fait. Exactement. Bon, ça crée des problématiques. Est-ce que tu penses qu'on peut objectiver les managers par rapport à une stratégie de mobilité interne? Financièrement? Ouais, par exemple, comme ils sont objectivés sur des évaluations, des entretiens professionnels dans certaines entreprises. Hein. Effectivement, c'est une bonne idée. On sait qu'en général, pour mettre en place des stratégies RH qui sont impulsées par la direction générale, généralement, un des leviers, c'est d'objectiver les managers sur ces stratégies de façon à s'assurer de leur bonne application, du moins dans un premier temps pour les initiés. Effectivement. Donc la réduction du turnover et la fidélisation des collaborateurs, effectivement, peut être un des indicateurs qu'on pourrait suivre, parce que effectivement, et on le verra tout à l'heure sur les aspects ROI, ça peut avoir un impact hyper important sur la santé financière de l'entreprise. Donc oui, ça peut y participer effectivement. C'est intéressant ce que tu dis sur les stratégies de direction générale. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est qu'historiquement, nos interlocuteurs étaient et restent encore les directions des ressources humaines. Mais effectivement, avec l'appui des directions générales qui souhaitent mettre en place ces politiques-là. Hein. Bien souvent, on se rend compte que quand les DRH sont seuls, ils sont un peu les seuls à croire aux vertus de la mobilité interne, du mouvement, de la gestion des compétences agiles. C'est compliqué. Là, maintenant, on parle de stratégie, donc de sujets stratégiques. Donc, les directions générales s'en emparent. Et ça, c'est un bon signe parce que du coup, derrière, tout le monde suit. Ouais. Il y a une question d'Isabelle qui dit « Nous sommes face à des collaborateurs qui sont en général en attente mais en fait, ils sont en attente de propositions ciblées. » Oui, bien sûr. Est-ce que en leur proposant justement des offres ciblées, on va pas les rendre de plus en plus passifs, les collaborateurs? Alors, non, parce que, je comprends que ce soit un risque et je comprends que la question soit posée complètement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on peut se permettre de pousser des opportunités à un collaborateur, c'est qu'on a de la data en fait sur ce collaborateur, c'est qu'on a de la donnée en fait sur lui. Et cette donnée, c'est seulement le collaborateur qui peut la fournir à l'entreprise. C'est-à-dire que on a potentiellement des historiques d'informations sur le collaborateur dans les différents systèmes d'information d'une entreprise, mais concrètement, cette donnée parfois elle doit être améliorée, elle doit être complétée par de la donnée qui vient du collaborateur. Et c'est en ça qu'un collaborateur va avoir une démarche proactive, c'est-à-dire que on va lui expliquer, nous notamment, c'est un très gros enjeu de change, c'est pour pouvoir bénéficier de champs du possible, pour pouvoir bénéficier d'une technologie qui va faciliter ton processus de recherche, parce que ce n'est que ça, hein, c'est de la facilitation, il va falloir quand même que tu
pousses de la donnée qualifiée, que tu réfléchisses à quelles données tu veux offrir dans la plateforme pour pouvoir bénéficier effectivement des carrières qui t'intéressent. Il va falloir interagir aussi avec la technologie pour orienter la technologie plus dans un sens ou dans un autre. Donc en fait, on a quand même cette démarche proactive du collaborateur. On a besoin qu'il intervienne et qu'il fasse des actions pour bénéficier de champs de réflexion. C'est juste que c'est vraiment ce travail de recherche qui peut être un peu chronophage, un peu manuel, d'aller vérifier dans tous les postes ouverts celui qui pourrait me correspondre. C'est vraiment celui-là qu'on va améliorer comme un remerciement à l'effort que le collaborateur fait de nous offrir de la donnée à sa direction RH. Vas-y, Mathieu. Et puis, ouais, non, mais pour compléter ce que tu dis, c'est hyper important. Il y a effectivement le moment où le collaborateur va être en phase où va vouloir bouger d'un poste à un autre. Donc, il va être en recherche, on va dire, active. Avant d'arriver à cela, effectivement, il y a toute cette captation de données. Et ça se fait au fil du temps. Donc, finalement, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il soit en réflexion régulière sur les compétences qu'il a, les compétences qu'il souhaite acquérir. Finalement, la mobilité derrière n'est que la finalité. Donc, il y a vraiment un enjeu de captation en temps réel de la donnée. On y reviendra tout à l'heure parce que ça, c'est l'enjeu qui est clé. Mais bon, voilà, il n'est pas passif parce qu'il va interagir effectivement avec l'outil et il va être toujours en situation où il réfléchit à son développement. Voilà. Mais après, encore une fois, effectivement, comme le dit Clara, il faut faciliter ce mouvement, faciliter cette projection. Et ça, c'est la plateforme, ou en tout cas, c'est la technologie qui va permettre de le faire. C'est ce que dit très bien Isabelle. On peut avoir toutes les envies du monde de mettre en place une stratégie. Si la direction n'accède pas à la demande RH pour mettre en place un outil, ça devient compliqué. C'est impossible. Donc Isabelle, je vous invite à contacter Mathieu qui a expliqué à votre direction générale pourquoi et comment mettre en place un outil pour accompagner, pour outiller votre stratégie. Surtout qu'on va le voir par la suite mettre en place un outil, mais comme dans tout projet SIRH, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même assez simple de démontrer le ROI de l'outil. D'autant plus dans le contexte actuel. Alors, je ne connais pas, Isabelle, le contexte de votre entreprise, mais aujourd'hui, on sait qu'on est quand même sur plutôt une stratégie RH défensive en matière, on va dire, de protection de l'emploi, et qu'on est moins sur des campagnes, on va être moins sur des campagnes massives de recrutement. Donc, je pense que les RH vont davantage, les entreprises, travailler sur la réorganisation de leurs équipes, de leurs entités. Et donc la mobilité interne, c'est même plus une question à se poser, c'est une évidence en 2021, surtout dans le contexte actuel. Exactement. Si on peut rapidement aborder ce contexte actuel, c'est vrai ce que vous dites. On l'observe de plus en plus chez nos clients, effectivement, que la mobilité, en fait, plus qu'une fin, ça devient même un moyen, ça devient une action pour mettre en place une démarche de GPEC, de stratégie de GPEC. Et effectivement, on l'a énormément vu récemment, vu la crise qu'on vient de vivre et l'épidémie qu'on vient de vivre, de laquelle on a découlé du coup un gel des recrutements. Et donc, chez mes clients, il y a une immense majorité, sincèrement, je pense que c'est plus de 50% d'entre eux qui font aujourd'hui face à un gel complet de leur recrutement, mais qui doivent pour autant continuer à staffer leur poste interne. Donc, on est vraiment sur une double vitesse entre la logique de gel de recrutement qui ne permet plus de trouver des candidatures à l'externe, mais les postes qui continuent pour autant à avoir besoin d'être staffés et de trouver un collaborateur qui puisse remplir le job et l'activité. Et donc là, on voit vraiment que la mobilité, en fait, plus que un besoin pour les collaborateurs, un service pour les collaborateurs au service de sa mobilité interne, on voit que la mobilité devient de plus en plus au service de la continuité de l'activité de l'entreprise, en fait. Donc, on commence à passer la mobilité interne d'un sujet très collaborateur à un sujet même, en fait, entreprise et service de l'entreprise et activité de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement flagrant avec ce gel de recrutement qu'on peut voir lié à cette épidémie, à cette pandémie, mais on voit dans d'autres sujets, en fait. C'est pas seulement lié au Covid-19. Oui, tu m'avais parlé aussi des recherches de métiers
pénurique dans ce cadre-là où tes clients utilisaient une stratégie de mobilité interne justement pour plutôt aller vers de la formation de collaborateurs internes sur des métiers qu'ils n'arrivaient pas à trouver à l'externe. Alors tout à fait, effectivement, si on parle de la mobilité interne comme outil au service de la GPEC, on a observé notamment différentes interventions de la mobilité interne sur des sujets, et notamment le sujet des postes pénuriques. Donc j'ai un exemple très concret à vous offrir. J'ai un client dans son secteur d'activité. En l'occurrence, il a très peu de candidatures à l'externe sur les postes de HRBP. Voilà, potentiellement c'est propre à son secteur, je ne sais pas. En tout cas, il a de moins en moins de candidatures externes sur les postes de HRBP. Pour autant, il a des besoins en termes de HRBP. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est simple, il m'a contacté, il m'a dit Clara, est-ce qu'on ne peut pas évaluer depuis l'outil si les personnes qui sont aujourd'hui assistants et assistantes RH ne pourraient pas faire une évolution assez rapide sur ce poste HRBP. Et en fait, la logique, elle est assez simple, c'est que d'un côté, vous avez une fiche métier qui vous explique le métier HRBP. D'un autre côté, vous avez tous les profils de vos assistants et assistantes RH au sein de votre entreprise, et vous faites ce qu'on appelle de la superposition en masse, quoi. C'est-à-dire qu'on part du niveau micro, on n'est pas est-ce que Mathieu Martin peut aller sur ce poste, on est vraiment est-ce que ce métier peut évoluer sur ce métier. Donc on est au niveau beaucoup plus macro, et via cette action qu'on a fait ensemble, on a pu identifier très rapidement les compétences que les assistants et les assistantes RH possédaient et qui étaient nécessaires pour faire une évolution sur un poste HRBP, mais aussi les potentiels gaps, en fait. Et ça lui a permis, à mon client, de pouvoir identifier s'il y avait des actions complémentaires à mettre en place de type formation. Par exemple, la formation sur le légal, le droit du travail, ça peut être quelque chose d'assez facilement mis en place pour pouvoir accompagner ces personnes-là sur une évolution sur un poste HRBP. Donc, on voit bien, en fait, que là, dans ce cas-là, la mobilité interne, elle a répondu à un problème de l'entreprise qui est des postes pénuriques. Ils n'ont plus de candidature sur un poste qui est important pour eux. Donc, on est vraiment dans une logique de mobilité qui répond à des enjeux de l'entreprise, quoi. Alors, je reprends ce que tu viens de dire sur un point qu'on avait déjà abordé de stratégie macro-micro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore sur beaucoup de stratégies RH, où d'ailleurs les RH ont tendance à se noyer dans des analyses plutôt micro des compétences, des stratégies de GPEC très pointues, très fines, qui finalement sont quasiment impossibles à suivre et à mettre en place, alors qu'en fait, il faudrait justement raisonner de façon beaucoup plus macro et plus simple pour généraliser ces stratégies à l'ensemble des collaborateurs. Je me trompe ou qu'est-ce que tu en penses, Mathieu ? Non, tu ne te trompes pas. Après, malgré tout, donc c'est effectivement ce qu'évoque Clara, c'est plutôt la vision macro et comment on arrive à faire de la superposition comme elle l'expliquait. Et ça, c'est sûr que ça permet de faire sauter certains verrous et de se rendre compte finalement que des passerelles qu'on n'avait pas imaginées sont possibles. Après, derrière, malgré tout, il faut être capable aussi d'opérationnaliser cela et de descendre au niveau de l'individu. Sauf qu'aujourd'hui, comme tu le disais, les RH sont englués dans une GPEC très fine, mais derrière, on n'a pas la donnée suffisante pour être capable de la mettre en place, de la mettre en pratique. Donc, c'est tout l'enjeu d'avoir cette carto, c'est à la fois d'être capable de travailler au niveau des métiers et de faire de la superposition, comme le disait Clara, et donc de détecter des passerelles nouvelles et possibles, et après, être capable d'actionner et d'accompagner le collaborateur vers ces passerelles-là. Donc, ça veut aussi dire, et ça, Catherine posait une question sur ce sujet-là, être capable d'accompagner le collaborateur en termes de formation. Il suffit pas de lui dire voilà les compétences qui manquent et voilà, tu es content, tu le sais. Il faut être capable derrière de lui garantir qu'il va pouvoir se développer et les acquérir. Mais je te rejoins complètement sur le caractère compliqué que pouvait revêtir la GPEC et la mise en place de toute cette mécanique. Bon, il y a Faustine qui pose une question classique, mais finalement, c'est quoi les grandes étapes à suivre pour construire une politique de mobilité interne ? Aujourd'hui, c'est-à-dire pas la politique de mobilité interne telle que je l'ai définie en introduction de ce webinaire. Les grandes étapes à suivre, la première, je pense, pour que justement les directions générales s'en emparent, c'est d'être capable, et ça je sais que c'est compliqué pour les RH, mais de parler ROI, retour sur investissement.
Voilà. Qu'est-ce que ça peut nous apporter d'un point de vue financier et pourquoi c'est un sujet stratégique que de booster la mobilité interne pour coller et pour accompagner les transformations des métiers. Donc, franchement, c'est ça le prérequis indispensable. Avant de parler outils, c'est de parler, voilà, euh, comment ça va se ressentir pour parler trivialement, dans le porte-monnaie. Et effectivement, financièrement, on a quelques chiffres là-dessus. Ça peut vite prendre des proportions hyper importantes, mais surtout, la mobilité interne est un des moyens de permettre à une entreprise de s'adapter au transfo. Et donc ça, je pense que c'est déjà l'argument qui doit faire mouche. Donc avant de parler outils, il faut parler ROI et cible. Voilà ce qu'on va pouvoir atteindre. Et puis après, bien sûr, il faut mettre à plat toutes les politiques et donc regarder ce qui pose problème aujourd'hui, pourquoi on a des niveaux et des taux de mobilité qui sont extrêmement faibles dans certaines entreprises. Et donc, du coup, les freins, on les a cités tout à l'heure, on les a vus en faisant un sondage en 2 minutes, on arrive à voir ce qui pose problème. Donc, du coup, comment on accompagne la gestion du changement et comment on fait en sorte de rassurer tout le monde et d'aligner les planètes de ce point de vue-là. Et puis, quand tout ça est clair, on peut imaginer qu'un outil va venir aider, épauler les RH dans la mise en place de tout ça. Parce que, bien entendu, on parle de données hyper importantes. C'est impossible de gérer cela de manière humaine ou alors moyennant des coûts faramineux. Donc, c'est là que les outils et la technologie peuvent rentrer en ligne de compte. Pour revenir sur les sujets ROI, nous, on a ce qu'on appelle un calculateur de ROI, donc on l'utilise avec nos prospects, avec nos clients, et on leur explique, ce que pourrait impliquer de gagner quel impact pourrait avoir l'augmentation de la mobilité interne. Et donc sur une entreprise de 30 000 collaborateurs, si on augmente de 5 points la mobilité interne, on observe des économies de 3,3 millions de dollars. Et donc ça associé aux gains de performance RH, c'est sûr que enfin, les RH peuvent arriver avec des données chiffrées et être un peu plus héroïstes qu'ils ne le sont, parce que finalement, c'est ce qui va rendre leur positionnement stratégique et c'est ce qui va leur permettre d'être autour de la table lorsqu'on va prendre les décisions importantes pour l'entreprise. Donc ça répond à la question d'Isabelle qui dit « Vous me confirmez que sans budget, difficile de mettre en place une mobilité interne efficace ?» En fait, bien entendu. Oui, mais c'est pas sans budget, parce que l'idée, c'est quand même de présenter un projet avec cette démarche de ROI. Bien sûr. Et j'allais dire qu'il s'autofinance, mais quasiment en fait. Quasiment, effectivement. Ouais. Complètement. Nous, nos clients, quand ils présentent effectivement le budget, ils présentent ce calcul de ROI parce que, exactement comme tu viens de dire, ça peut être une plateforme qui s'autofinance par le gain qu'on fait sur les recrutements externes. C'est pas faux de dire ça, je pense. Les gains qu'on fait sur les recrutements externes, les gains qu'on fait du coup parce qu'on arrive à fidéliser, à retenir les collaborateurs, parce qu'on arrive finalement à gérer un référentiel de compétences de manière dynamique et donc à s'éviter de refaire cet exercice, comme tu l'expliquais Christophe, qui est très compliqué, très chronophage, du coup très cher. Enfin, ça, on pourra lister les différents postes sur lesquels une vraie politique de mobilité interne vient agir, mais c'est vrai que c'est facilement démontrable et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça marche. Est-ce que bon, Isabelle nous dit, je suis dans une PME de 500 personnes qui a du mal à voir le ROI long terme des RH. Après, je pense que c'est aussi aujourd'hui, Isabelle, le boulot des RH aussi d'aller démontrer ce ROI. Et pour démontrer le ROI, il faut démontrer les impacts qualitatifs et de toute façon les impacts quantitatifs. La mobilité interne, excuse-moi de te couper Christophe, mais la mobilité interne, ça avait été souvent associé à comment on fait plaisir aux collaborateurs, comment on lui permet de se développer, de se projeter, etc., comment on favorise le mouvement, mais sans donner les moyens. En fait, c'était très estampillé RH, encore une fois, et à destination du collaborateur. Bon, aujourd'hui, ça, je pense que effectivement, c'est acquis pour tout le monde, que c'est positif pour le collaborateur. Maintenant, il faut passer à l'étape d'après. Pourquoi c'est stratégique? Et ça, effectivement, comme tu le dis, Christophe, il faut que les RH soient capables de le faire comprendre à tout le monde. Et donc, peut-être, c'est
peut-être mettre au second plan l'intérêt pour le collaborateur, même s'il est primordial, mais présenter de manière très claire l'intérêt business pour les entreprises et quel risque à ne pas s'emparer de ces sujets-là. Voilà. Une question d'Oriane qui dit, selon vous, la mobilité interne signifie-t-elle obligatoirement revalorisation de salaire pour le collaborateur? Moi, j'ai envie de dire non, parce que la mobilité interne, c'est pas une promotion. Non, bien sûr que non. Et ça encore une fois, c'est une question qui s'entend, mais c'est aussi très lié à la définition de la mobilité interne traditionnelle. Je bouge finalement verticalement pour obtenir une promotion, pour obtenir une revalorisation salariale. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'observe, la mobilité interne s'observe aussi, comme on l'a dit, de manière transverse, de manière horizontale. Et ça, c'est hyper important. La notion de place de marché et de compétences, c'est comment je fluidifie les compétences et le mouvement des compétences dans l'entreprise. Et ça, ça va dans tous les sens. Donc, ce n'est pas forcément associé à une revalorisation salariale. Alors, de façon pragmatique, Mathieu, pour gérer cette mobilité interne à travers un outil, j'imagine qu'il faut disposer de données, de data qui soient quasiment en temps réel pour pouvoir adresser la bonne personne avec le bon poste, le bon profil, etc. Voilà. Bon, ça, du coup, on en a quand même commencé à en parler. Effectivement, le prérequis indispensable, c'est la donnée qu'on a sur ses collaborateurs, parce que sans ça, si on n'a pas de connaissances assez fines sur les compétences, sur les expériences, sur ce qu'ils ont envie de faire, sur leurs appétences, c'est compliqué pour un RH ou pour un manager d'être proactif dans la gestion de ces mobilités. Et du coup, après, si on n'a pas ces infos-là, on se retrouve à gérer ça de manière traditionnelle, où les mobilités se font quelque part sous le manteau, à la machine à café, ou alors on attend, comme on le disait, que les collabs se connectent à une bourse à l'emploi interne. Donc cette donnée, c'est grâce à la technologie qu'on peut retrouver dans un outil et qu'on va être capable d'adresser correctement ces sujets pour appuyer encore une fois les RH, les managers. Comme je le disais, le volume de données dont on parle est bien trop important pour être géré seul par un humain, et donc il faut être capable de garantir une collecte, comme tu le disais, en temps réel, et un pilotage de cette donnée aussi de manière dynamique. Donc la donnée collaborateur, on arrive à la capter forcément en mobilisant les collaborateurs, hein, c'est la base. Et quand on parlait de culture, rien que ça peut faire peur à certains, de dire le collaborateur va être capable d'autodéclarer des compétences qui sont des compétences qui peuvent sortir de son poste, par exemple. Donc ça, déjà, l'autodéclaration peut faire peur à certains. Ça, je le dis, mais c'est la base pour être capable de se doter d'un référentiel de compétences dynamiques pour capter les infos que j'évoquais, les compétences, expériences, les motivations. Il faut que ça soit intégré à l'ensemble des outils RH aussi, parce que la donnée, souvent, il y en a. Il y a déjà des SIRH, donc il faut être capable de capitaliser sur cette donnée-là et donc de connecter l'outil avec les entretiens annuels, récupérer de l'info sur les entretiens annuels, sur les formations qu'il y a dans le LMS, sur les offres qu'on peut trouver dans l'outil qui va gérer le recrutement, l'ATS, voilà, et faire en sorte et tout ça, c'est l'IA qui va mâcher ces données et les restituer de manière intelligible pour les utilisateurs, que ce soit les collaborateurs, les managers ou les RH. On a eu la question d'ailleurs tout à l'heure de savoir comment la solution se pluguait avec un SIRH déjà présent dans l'entreprise. C'est très simplement par API. Alors, on a des SIRH avec lesquels on a développé des partenariats. Du coup, on est carrément interfacé avec eux. Donc, ça veut dire que le collaborateur ne voit pas qu'il est sur un autre outil. Vraiment, on est complètement fondu dans l'interface du SIRH déjà en place. Et donc, ça garantit une expérience sans couture. Et puis après, quand il n'y a pas cette notion d'interface avec le SIRH, il y a des flux par API qui sont mis en place de manière à aller récupérer cette donnée, mais aussi à aller déverser la donnée que nous, on va construire dans ce SIRH, parce que notre mission à nous, c'est finalement de dynamiser la gestion des référentiels et d'avoir un niveau de granularité beaucoup plus fin et beaucoup plus exhaustif, et vraiment d'avoir le tableau le plus juste possible sur les compétences dont je dispose, mais être capable aussi d'alimenter ce SIRH avec cette donnée-là qu'on capte. Voilà. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce sujet, notamment en prenant quelques exemples. Le client, c'est vrai que chez tous nos clients, on observe forcément une phase où on va aller s'intégrer avec leurs autres systèmes d'information, forcément pour aller capter de la donnée. Mais
le sujet des entretiens annuels, il est très intéressant. C'est parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous demandent de venir récupérer ces entretiens annuels, qui sont aujourd'hui en fait du texte, qui sont du coup très peu analysables en masse. On ne peut pas lire 10 000 entretiens annuels pour comprendre quelles sont les compétences, les champs d'amélioration d'un collaborateur, et qui vont du coup nous demander de récupérer ces entretiens annuels pour bénéficier de notre technologie, pour récupérer de l'information en masse via ces entretiens annuels. Donc, on arrive vraiment à transformer du coup quelque chose qui n'est pas manipulable en masse, donc vraiment du format texte, pour pouvoir en tirer de l'information et donc vraiment participer à créer un profil type avec toutes les compétences nécessaires aux collaborateurs sur son profil et donc du coup de la bonne information sur laquelle on peut faire des KPI, faire des statistiques, etc. Alors justement, c'était une des questions au niveau des KPI. Quels indicateurs on peut mettre en place pour mesurer que la stratégie de mobilité interne, finalement, est une réussite pour l'entreprise? Comment on peut suivre ça? Alors, avec nos clients, on suit énormément de KPI, on les co-construit avec eux forcément, mais il y en a beaucoup qu'on pousse. Pour nous, il y a des KPI qui sont très usage. Donc, par exemple, la moyenne de compétences qu'un collaborateur va renseigner sur son profil, par exemple, c'est un premier indicateur. Mais on a aussi des indicateurs très orientés matching et champ des possibles, comme on aime le dire, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un collaborateur est allé consulter des opportunités ouvertes dans la plateforme, le nombre de fois qu'il a rendu un feedback positif, c'est-à-dire qu'il s'est déclaré intéressé par un poste. Enfin voilà, on peut suivre énormément de KPI qu'on va adapter en fonction de ce que veut prouver, de ce que veut faire le client avec la plateforme, parce qu'on a des clients qui sont très orientés seulement mobilité interne, qui vont être orientés un peu plus GPEC, donc ils vont demander aussi des indicateurs très compétences. Enfin voilà, ça on les adapte. Mais nous, de toute façon, on traque énormément d'indicateurs, autant sur les matchings que sur les compétences, que sur l'usage, etc. Ok. Alors, pour conclure, ça fait 55 minutes qu'on est ensemble. La dernière question, et d'ailleurs, ça tombe très bien, tu viens de parler de GPEC. Moi, GPEC, quand j'entends ça aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression de revenir 25 ans en arrière quand je faisais mon premier stage dans les RH. Et là, finalement, la mobilité interne, c'est pareil, j'en entends parler depuis 25 ans, exactement avec les mêmes termes, les mêmes problématiques. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la mobilité interne, on n'est pas plus sur des concepts de libre circulation des ressources dans l'entreprise, c'est-à-dire en enlevant toutes les barrières qu'on peut avoir de classification, d'échelons. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? C'est quoi l'avenir en fait des stratégies RH de façon un peu plus globale au niveau de la gestion de leurs ressources? Alors déjà, effectivement, la sémantique est importante, c'est-à-dire que quand on entend mobilité interne ou GPEC, quand on a affaire à des gens comme nous, Christophe, qui avons un certain nombre d'années d'expérience, ça peut effectivement donner des boutons, parce que derrière, ce qui est associé, c'est pas forcément des choses très réjouissantes intellectuellement. Finalement, au-delà du mot et de la manière dont on les appelle, c'est comme on l'a dit depuis le début, effectivement, il faut que la définition change et évolue. Aujourd'hui, on parle pas de GPEC, on parle de Strategic Workforce Planning, mais bien souvent, ok, le nom a changé, mais finalement, la manière de faire les choses reste la même. Donc, ça change. Voilà, l'emballage change, le contenu ne change pas. Et effectivement, ce que tu dis sur la libre circulation des ressources, nous, c'est vers ça qu'on veut que les entreprises tendent, et c'est finalement vers ça qu'elles tendent. C'est l'entreprise agile, c'est ça. C'est faire en sorte de fluidifier, comme on l'a dit depuis le début, la circulation des compétences dans l'entreprise. Et peut-être qu'on arrêtera aussi de parler de mobilité interne, qu'on parlera de staffing de projet, staffing de mission. Ouais. C'est ce qu'on voit chez nos clients. Le staffing, c'est très associé à des sociétés de services ou à des cabinets de conseil. Mais finalement, dans des entreprises traditionnelles, le mode projet implique d'être capable de staffer des projets plus que la mobilité interne. Donc voilà, on l'appellera comme on veut. Nous, on parle de place de marché, de talent interne pour exprimer ça. C'est faire en sorte finalement que on puisse se projeter à droite, à gauche, en haut, en bas, qu'on puisse identifier très rapidement la bonne ressource pour le bon projet au bon moment. Voilà, donc libre circulation des ressources, néanmoins, ça peut faire peur, parce qu'on pourrait penser que le collaborateur fait ce qu'il veut, va où il veut, et que finalement derrière, il n'y a pas de stratégie clairement définie. Il ne s'agit évidemment pas de ça.
il y a quand même il y a effectivement un enjeu de lui donner de la visibilité, ça certes, mais derrière, les choses se font par étapes. On passe pas d'une entreprise complètement pyramidale et complètement silotée à une entreprise complètement agile et complètement ouverte. Donc les choses s'opèrent par étapes. C'est aussi ça la gestion du changement. Et donc c'est comme ça qu'on accompagne nos clients. Mais encore une fois, c'est pas une fantaisie, c'est pas une coquetterie, pardon. C'est un enjeu stratégique et il en va de la pérennité de l'organisation. Voilà. Ça marche. Alors, quelques clients, hein, Société Générale, Allianz, Ernst & Young, Caisse des Dépôts, Eiffage, qui sont les clients de 360 talents aujourd'hui, 365 talents. Et puis, il y a un mot là-dessus, Christophe, désolé. Il y a une chose qui est hyper importante et qui va peut-être donner du baume au cœur à tous les gens qui nous écoutent, c'est que tous ces clients-là ont commencé par une expérimentation sur un périmètre d'1 millier de collaborateurs et aujourd'hui déploient à l'échelle sur plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Donc ça veut dire que ces sujets-là sont des sujets stratégiques, sont des sujets d'entreprise. À nous, après, derrière, d'accompagner ces entreprises sur des déploiements à l'échelle, c'est ce qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, pour exprimer... aujourd'hui, c'est bien un must-have, c'est pas un nice-to-have. On n'a pas le choix que de faire autrement et tous nos clients témoignent de cela. Ça marche. Voilà. Là, je remets vos coordonnées, hein, Mathieu et Clara. Donc, vous pouvez contacter Clara, Mathieu par téléphone, par email pour continuer cette discussion, avoir peut-être une approche un peu ROI ou une démonstration de la solution. Eh ben, je vous remercie. Je pense Merci à tous. Merci beaucoup. Une bonne overview et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Merci Clara, merci Mathieu. Merci à toi Christophe, merci à tous d'avoir été nombreux. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.